On a le plaisir d'accueillir ce soir Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Bonsoir. On est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir à Bonsoir. vous Frédéric. Et également invité ce soir Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'études à l'Assemblée nationale dédié à l'antisémitisme. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur et bienvenue. Et effectivement, on va commencer par ce climat, j'ai envie de dire climat nauséabond que vit notre pays depuis déjà plusieurs jours. Oui, avec ces étoiles de David bleues sur les murs de Paris et de plusieurs villes en région parisienne. Une soixantaine, rien que dans le 14e arrondissement de la capitale, qui ont été découvertes hier soir et dans la nuit. Une enquête a donc été ouverte. On va s'intéresser évidemment aux auteurs. Qui est derrière, puisque c'est évidemment le but de cette enquête. Mais juste avant ce témoignage, une femme, une habitante dont le mur a été marqué de cette étoile de David bleu. On écoute son témoignage. C'est bien voulu. Ça me fait penser à avant, quand on était bien reçu par Hitler. Donc voilà, on se dit, voilà, on vous a mis ces croix-là, on vous désigne. Il y a des juifs ici, c'est bon, vous pouvez y aller. Ils m'ont demandé de fermer les volets de l'appartement, ils m'ont demandé d'enlever les plaques, ils m'ont demandé de faire attention. Si toutefois il y a le moindre souci, de les appeler, il y a un numéro où on doit les appeler et ils répondent immédiatement. Évidemment, ce témoignage fait peur, inquiète, nous angoisse. On a vu le résultat de ce sondage que j'ai donné. Alors, il est à la fois inquiétant et rassurant, quelque part. Le fait que quand même 83% des Français soient inquiets, il y a un aspect rassurant à ce sondage. Vous êtes d'accord, Alain Finkielkraut? Oui, bien sûr. Je suis inquiet parce que quelque chose est en route. Et la France n'est qu'un des lieux de cette haine antisémite devenue planétaire. L'Australie est atteinte, le Daghestan, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Mais je ne suis pas surpris. On parle de montée de l'antisémitisme. Je pense que nous assistons plutôt à une sorte de dévoilement. Dans les années 2000 déjà, dans les territoires perdus de la République, que Bernard Rougier, le chercheur, a rebaptisé territoire conquis par l'islamisme, les deux injures les plus fréquentes, c'était sale juif et sale français. En 2004, il y avait, ou 2003, des inspecteurs de l'éducation nationale ont mené une grande enquête qui a débouché sur le livre concernant les signes et manifestations religieuses, le rapport des signes et manifestations religieuses en France. Le doyen de cette inspection va dans un lycée de banlieue, comme on dit, et on lui dit qu'il n'y a plus d'élèves juifs. Il dit, mais pourquoi? C'est bien simple, lui répondent les professeurs. Ils sont partis quand ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Voilà, on en est là. Et on en était là en 2004. Et plus récemment, Jean-Pierre Aubin publie un livre, Les profs en peur, qui s'ouvre sur l'anecdote suivante. Jean-Pierre Aubin, c'est l'auteur du rapport. Un président de région va dans un lycée et il assiste à un cours d'histoire et le prof d'histoire lui dit, bah, vous voyez, oui, j'ai fait un cours sur Hitler, sur le nazisme et Hitler sans parler des juifs. Mais que voulez-vous? C'est pas bien glorieux, mais je ne veux pas voir ma voiture vandalisée comme la dernière fois. J'ai une femme et des enfants. Il avait peur. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années, plus récemment. Oui, non, mais ça, c'était tout récent. Mais maintenant, évidemment, du fait de ce conflit, de la guerre de Gaza, tout se déclanche, tout se révèle. Tout ce qui couvait explose quelque part. Tout explose. Mais en même temps, on aurait pu voir ce qu'on voyait. Pourquoi n'a-t-on pas vu? C'est ça qui est très intéressant. Vous regardez ces étoiles de David. Évidemment, vous dites, c'est les années 30. Forcément, c'est quelque chose de ça revient. Mais on a utilisé retour des années 30, cette expression, tout au long des années 2000-2010. Mais pour dire quoi? Des journalistes, des sociologues, des philosophes. Pour dire que l'islamophobie, aujourd'hui, occupe la place dans le nouveau racisme qui était celle de l'antisémitisme. Autrement dit, les musulmans sont les nouveaux juifs, et c'était ça le retour des années 30. Mais dans un tel récit, l'antisémitisme n'avait
pas sa place. Donc la bien-pensance ne voulait pas le voir. Et maintenant, d'une certaine manière, il nous explose à la figure. Alors, je voudrais donner la parole à Mathieu Lefebvre, qui est à vos côtés. Vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Finkielkraut? Oui, pleinement, et je voudrais lui dire tout le respect que j'ai pour lui. C'est un grand plaisir que de l'écouter ce soir. La bête immonde n'avait jamais disparu. Elle était là, tapie dans l'ombre, et aujourd'hui, elle se retrouve au grand jour. Ce que nous avons vu dans les rues de Paris et à Saint-Ouen doit nous horrifier tous. Tous les républicains de ce pays doivent se lever et s'indigner face à cela. Il y a aujourd'hui des nouveaux visages de l'antisémitisme que sont le complotisme, la haine d'Israël et évidemment l'islamisme. Je crois que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, avoir un discours implacable, à la fois pour condamner pénalement, fermement tous les auteurs de ces actes immondes, également au plan idéologique et politique. Il faut que les paroles politiques... On disait qu'il ne fallait pas, et c'était le discours il y a quelques semaines, après on donnera évidemment la parole à tout le monde sur ce plateau, on disait qu'il ne fallait pas que ce conflit s'importe sur notre territoire. Ça y est, c'est fait? Mais c'est pas le conflit qui s'importe. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que le pogrom du 7 octobre en Israël n'a rien à voir lui-même avec le conflit israélo-palestinien. Parce que c'est un déclencheur. Oui, non, mais ce que je veux dire, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit de territoire. Oui. Hein, voilà. Les Palestiniens veulent un État. Mais le Hamas n'a aucun problème territorial. Il veut purger la terre musulmane de la présence juive. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il reçoit un écho planétaire. Donc, bien sûr, à la faveur de ce qui se passe, ça se déclenche. Il y a une sorte de désinhibition forcenée. On n'avait pas imaginé ça il y a quelques semaines, oui. Je voulais revenir sur vos propos dans le JDD. Voilà ce que vous dites. On redoute l'importation d'un conflit israélo-palestinien, mais ce qui se passe est beaucoup plus grave. Sous le noble drapeau de la solidarité avec la Palestine, la nouvelle haine anti-juive se donne maintenant libre cours. Il y a une espèce d'antisémitisme décomplexé, c'est ça que vous voyez maintenant? Oui, parce que qu'est-ce que vous voulez, la solidarité avec la Palestine? C'est une sorte de Palestine imaginaire. Parce que il y a des conflits dans le monde, il y a des bombardements, il y a des victimes collatérales, etc. Mais ça ne crée pas une telle émotion, si j'ose dire. Et là, il s'agit simplement de s'en prendre aux Juifs en tant que tels, et c'est appelé à s'installer, parce que la bête immonde, je veux bien, moi. Oui, bien sûr, la bête immonde. Mais il faut bien reconnaître qu'elle a un nouveau visage. 83% des Français, disiez-vous, s'inquiètent et sont effarés. Ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas... rassurant quand même de montrer que 83% des Français sont inquiets de l'antisémitisme. Il ne s'agit pas d'une résurgence de l'idéologie française. Il s'agit de toute autre chose. Oui, c'est un antisémitisme, lui, importé, lié, il faut appeler les choses par leur nom, à l'immigration. Même si, bien entendu, nombre d'immigrés ne sont pas du tout antisémites. Mais c'est lié. Et c'est d'ailleurs... Et donc, voilà pourquoi nous allons au-devant d'une situation extraordinairement difficile, parce que c'est un peu le symptôme maintenant de la France d'après. Mélenchon, on en parlera sans doute, hein, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, s'en prenant à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pour dire qu'elle campe en Israël et simplement pour encourager le massacre. Elle campe. C'est-à-dire, les Juifs sont sans domicile fixe. Ils campent. Donc, eh bien, il accompagne ce tweet infâme d'une photo qui dit « Voici la France ». Et c'était une photo de la manifestation. Place de la République, la manifestation pro-palestinienne. Un seul drapeau français. Oui. Il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux turcs, des drapeaux algériens. Donc c'est une autre France, c'est un autre peuple. Et Jean-Luc Mélenchon veut être le porte-parole de cette France d'après, et peut-être, si les choses continuent à aller comme elles vont, en devenir l'élu à la magistrature suprême. Je donne la parole à notre équipe, et vous pourrez évidemment réagir et rebondir et continuer à parler de ce sujet grave. Aujourd'hui, peut-être Blanche Léridon, pour commencer. Oui, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est un sujet qui est très très préoccupant, et je pense qu'il est important de rappeler quelques chiffres pour mesurer l'importance. Déjà, en France, on a quand même la troisième
communauté juive mondiale, après la communauté israélienne et la communauté américaine. Et première européenne. Et première européenne. Donc on a beaucoup parlé aussi de ce qui se passait au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Turquie, plus loin de nous, mais il faut pas minorer l'importance que ça a, en particulier pour la France, de ce point de vue-là, et aussi, bien entendu, du point de vue historique. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur, effectivement, tout ça n'est pas survenu du jour au lendemain, c'est pas une grande surprise, il ne s'agit pas uniquement d'une importation ponctuelle d'un conflit qui aurait lieu ailleurs. Quand on regarde, nous, nos confrères de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, ont fait en 2019 et en 2022, avec l'Association Jewish Committee, qui est une association américaine spécialisée sur ces questions-là, 2 enquêtes sur une espèce de radiographie de l'antisémitisme en France. Qu'est-ce qui montre ? Que les préjugés antisémites en France, encore en 2022, donc là on était loin de la guerre dont on parle aujourd'hui, ils sont extrêmement présents et préoccupants. Vous avez 24% de la population française qui croit par exemple que les juifs ont une influence trop importante dans les médias. 26% qui considèrent qu'ils ont une importance trop capitale dans la finance et une part de responsabilité dans les crises économiques. Donc ça, cette espèce d'antisémitisme lancinant, latent, qui sous couvert parfois d'antisionisme... existait toujours. Voilà, il existait. Et donc effectivement, il y a depuis 2000 et la deuxième intifada des recrudescences et des pics à chaque fois que surviennent des événements de ce type-là. Mais le terreau, en réalité, il reste très présent et très puissant et il faut effectivement pas le minorer. Fred Hermel. Une multiplication, et je rappelle juste ce chiffre, depuis le 7 octobre, 850 actes antisémites qui ont été enregistrés en France. Sachant que sur l'année dernière, c'était 487 sur une année entière. Et là, 800 en 3 semaines. Et sur les arrestations de ces derniers jours, 215 étrangers pour actes d'antisémitisme. Ce sont les chiffres donnés tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 125, je crois. 125 sur 200 et quelques. Donc c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. 425 interpellations et 125... Et 125, voilà, exactement, un quart, pardon. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a dit, encore aujourd'hui, j'aurai la main ferme. Oui, et la France... Et franchement, les discours de ces dernières heures sont quelque part rassurants parce que la France assume qu'elle a un problème grave avec l'antisémitisme et la France a décidé de protéger ses citoyens de confession juive. J'aimerais rebondir sur ce que disait M. Finkielkraut par rapport à l'éducation. Moi, j'ai beaucoup de profs autour de moi, mais cela fait 10, 15, 20 ans que dans certaines classes, on ne peut plus évoquer la Shoah. Une de mes amies profs m'expliquait que le jour où elle a voulu parler un peu du conflit israélo-palestinien, la première réponse, et ça se reproduisait tous les ans, d'une grosse partie des élèves, « Madame, vous êtes pour qui ?» C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, et on va dire les choses telles qu'elles sont, d'origine, de culture arabo-musulmane, ne voient ce qui se passe en Israël, en Palestine, que d'un côté. En fait, il faut prendre parti. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de regarder ce phénomène en disant, oui, d'essayer d'apprendre quelque chose. Non, vous êtes pour qui ? Et plusieurs fois, elle les a menacés. Parfois, elle a fait, moi, si je ne peux pas faire court, je vous donne les photocopies et vous me foutez la paix. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et depuis, ça se répète quasiment tous les ans. Donc, quand les belles âmes disent « oui, mais c'est une question d'éducation, il faut que l'école s'occupe de ça, que l'école parle de la Shoah, etc. » Non, l'école, dans beaucoup d'endroits de ce pays qui s'appelle la France, ne peut plus enseigner cette question. Il faut peut-être, et je vais donner la parole à Charles Consigny et vous redonner tout de suite la parole derrière, il faut peut-être aussi quand même préciser, expliquer, si ce n'est expliquer, en tout cas à rappeler que ce climat désolant, parce que vraiment moi je suis abattu par ce que j'entends, des deux côtés parfois d'ailleurs, parce que c'est vraiment terrible, on assiste aussi sur les réseaux sociaux à une guéguerre et à un ton vraiment... terrible, même de gens très intelligents parfois, dont on est surpris de lire ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, au fond, ce conflit israélo-palestinien, j'y reviens, qui existait, cet antisémitisme qui couvait aussi, il ne nous sautait pas aux yeux non plus, parce que jusqu'à présent, ce conflit, cette guerre entre Israël et le Hamas, ou Israël et la Palestine si vous préférez, mais même si ça n'est pas la même chose, cette guerre-là, on ne l'a jamais connue sous l'ère des réseaux sociaux et des chaînes info. Et d'un seul coup, ça nous explose quand même aussi à la figure à cause de ça. Il faut quand même aussi le dire. Charles Consigny. Oui, alors après, il y avait déjà le rap, il y avait les radios où pouvaient s'exprimer pas mal de choses. Oui, on peut comparer 4-5 artistes avec tout ce qu'on lit actuellement sur les réseaux. Mais quand même, le fait qu'il y ait eu un fond d'antisémitisme
dans une certaine jeunesse française, ça c'est quand même malheureusement quelque chose qui existe depuis longtemps. Là, ce qui est plus inquiétant, c'est que j'ai l'impression que ça dépasse un peu le stade générationnel et un antisémitisme qui était, pour dire les choses clairement, hein, dans une partie des jeunes, et je dis bien toujours une partie des jeunes de banlieue, une partie des jeunes de confession musulmane, et je dis bien toujours une partie d'entre eux. L'antisémitisme est encore une espèce de code culturel, en fait, une espèce de signe de ralliement, et l'ennemi commun, c'est Israël. Moi, je voudrais juste, en un mot, je pense qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les causes de cette montée. Je pense qu'il y a une offensive mondiale, comme l'a très bien dit Alain Finkielkraut, il y a une offensive idéologique mondiale de l'islamisme, des frères musulmans, dont l'antisémitisme est un des ingrédients. Ça fait partie de ce que ces mouvements essayent d'insuffler aux individus, au-delà de respecter certaines règles de l'islam radical, etc. Il y a aussi le fait de détester les juifs, d'être antisémite. Ça, c'est une offensive qui pénètre toutes les sociétés. Une offensive, c'est vrai, mais que ça marche, moi, c'est ça qui, Et alors, c'est ça qui me surprend. Pourquoi ça marche? Moi, je vois. C'est terrible. Moi, je vois au moins deux causes, et puis il y en a sans doute plein d'autres, mais au moins. Et après, on donne la parole à nouveau à Alain Finkielkraut j'en vois au moins et à deux. Monsieur Lefebvre. Premièrement, à mon sens, le fait que on n'est plus en France de destin collectif, le fait que dans ce pays, toute espèce d'idéal qui soit commun à tous les Français n'existe plus. Ça fait que quand vous avez 20 ans et que vous savez pas trop à quel sein vous vouez, vous allez vers celui qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose. Ça remplit un certain vide. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plus Karim Benzema avec ses photos prosélytes saoudiennes qui vous, entre guillemets, fait rêver, malheureusement, que les discours républicains et les discours patriotes. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement... Essayez de faire court, hein. Moi, je pense, ça n'a pas été beaucoup dit jusqu'ici, je pense que le wokisme, le fait de renvoyer sans cesse les gens à leur religion, à leur couleur de peau, à leur origine sociale, à leur habitat géographique, qui est exalté par une certaine gauche depuis quelques années, je pense que ça peut aussi les pousser vers une espèce de retrait communautaire et les pousser aussi à un rejet de leur prochain à raison de sa communauté. Alain Finkielkraut, sur ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez envie d'ajouter? Je vais essayer de poursuivre en disant qu'il y a aussi, notamment et exclusivement en Occident, une offensive woke. Le wokisme est très compromis dans ce qui arrive. Vous prolongez ce que vient de dire Charles Consigny. Oui, justement. Parce que le wokisme a ceci de spécifique par rapport au marxisme dans toutes ces tendances, c'est que l'ennemi, c'est pas simplement le capitalisme, c'est, selon lui, l'impérialisme et, avant toute chose, le suprématisme blanc, l'impérialisme occidental. Or, aux yeux des woke, Israël, le tout petit Israël, est la quintessence de l'Occident. C'est un État conquérant, c'est un État expansionniste sur 20 000 km², alors que après les conquêtes de 1967, Israël a rétrocédé le Sinaï, Israël a rétrocédé le Sud-Liban, Israël s'est retiré de Gaza. Mais passons. Donc, il y a cette idée-là extrêmement forte et qui donne lieu vraiment à un antisémitisme universitaire. Un étudiant israélien qui avait fait une année d'échange à Sciences Po est mort lors des massacres du 7 octobre. Le directeur de Sciences Po a voulu lui rendre hommage. Des affiches lui ont été dédiées. Ces affiches ont été lacérées et une étudiante a voulu les recouvrir d'appels au soutien à la résistance palestinienne. Et je vais vous dire une anecdote, mais ça c'est en Amérique, mais elle est tout à fait saisissante pour voir ce à quoi nous avons affaire, encore une fois, à niveau mondial. Un conférencier à Stanford, la grande université américaine, impute la responsabilité du conflit aux sionistes et il définit le Hamas comme un groupe de résistance et le pogrom comme un fait de résistance. Mais il va plus loin. Il demande aux étudiants juifs de lever le doigt. Il lève le doigt, il les sépare des autres en disant, voyez, je vous fais maintenant ce que les juifs font aux Palestiniens. Ensuite,
il demande, et c'est ça qui est très intéressant, combien il y a eu de morts pendant l'Holocauste? 6 millions, lui répondent les étudiants juifs. Ah, seulement 6 millions. Et il continue en disant que les victimes du colonialisme sont beaucoup plus nombreuses. Et enfin, il demande à tous les étudiants d'où viennent leurs ancêtres. Et à chaque réponse, il dit colon ou colonisé, colon ou colonisé. Et un type dit oui, moi, ma famille vient d'Israël. Ah bah évidemment, indubitablement, colon. Voyez, donc c'est cette division du monde entre dominant et dominé, colon et colonisé. Et encore une fois, les Juifs sont vraiment du mauvais côté. Ils sont dans le mauvais camp, et à cet égard, tout est permis contre eux au nom de la lutte contre la domination et contre le suprématisme blanc. C'est ainsi que la victime superlative d'hier devient en quelque sorte le modèle de l'horreur. On va donner la parole au député Mathieu Lefebvre, mais juste pour rappeler votre position, parce que c'est très clair, hein, dans le JDD récemment, vous avez dit « Je suis le premier », je vous cite Alain Finkielkraut, « Je suis le premier à dénoncer la colonisation rampante de la Cisjordanie par Israël ». C'est important de le dire pour comprendre la globalité de vos propos. Hein. Je répète, je suis le premier à dénoncer la colonisation rampante de la Cisjordanie par Israël. Cette politique est mortelle pour les deux peuples, mais toutes les implantations juives de Gaza ont été démantelées en 2005. C'est donc à la décolonisation de son territoire que le Hamas a répondu par la violence illimitée. Voilà. Je trouve que c'était important de le rappeler. Merci de cette précision. Mathieu Lefebvre. Oui, mais je crois qu'il y a aussi dans notre politique publique, dans nos politiques, des gens qui sont loin d'être irréprochables dans la condamnation de l'antisémitisme et qui, s'ils ne sont pas antisémites eux-mêmes, du moins sont complaisants avec l'antisémitisme. Je rappelle que cet été, Médine, un rappeur au calembour antisémite, avait table ouverte chez un parti républicain. Je rappelle le tweet de M. Mélenchon. M. Mélenchon, quand il utilise le mot « camper » à Tel Aviv, il sait très bien ce qu'il utilise. Il est responsable pour vous de cette montée de l'antisémitisme? Il est complaisant avec l'antisémitisme. S'il y a une telle effloraison de ces discours, si nous avons les horreurs que nous vivons chaque jour dans notre pays, c'est aussi parce qu'une partie de ces discours politiques le légitime. Après, si je puis me permettre, puisque vous êtes de la majorité, quand on a une situation pareille, on se demande aussi ce qu'ont fait les pouvoirs publics depuis tant d'années. En l'occurrence, j'ai pas eu l'impression depuis 6 ans que le problème, notamment des banlieues, ait été pris vraiment à bras le corps. C'est un problème qui revient à chaque mandat de chaque président, mais autant on sentait sous Sarkozy un certain volontarisme, le fait de nommer des personnes incarnant la diversité à des gros postes, faire les internats d'excellence, des choses comme ça. Il y a la sécurité, le Karcher, etc. Bon, bref, un volontarisme. Sous Hollande, c'était un peu plus des choses de gauche, les contrats aidés, des machins comme ça, si je puis m'exprimer ainsi. Sous Macron, qui était pourtant porteur de l'émancipation, de la Startup Nation, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ces jeunes dont on sait qu'il faut quand même à un moment donné les prendre en main? Pas grand-chose, franchement. Donc je me demande aussi si... voilà. Je me demande ce qu'on a fait pour éviter ça. On est là un petit peu loin du débat qui nous occupe. Vous savez, la question, la question de l'antisémitisme, c'est pas qu'une question des quartiers, c'est pas qu'une question des banlieues. Il y a de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui 800 actes, vous l'avez rappelé, madame. Si on a le double en 2 semaines de ce qu'il y avait l'an dernier, c'est parce qu'on a un problème qui est généralisé. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est pas les cathos qui, aux dernières nouvelles, c'est pas dans la communauté catholique en France que l'antisémitisme revient. Je pense qu'il faut quand même aussi accepter de voir les choses pour les traiter. J'ai nommé les choses tout à l'heure. Je pense qu'il y a de nouveaux visages de l'antisémitisme. Il y a la haine d'Israël. La haine d'Israël, c'est une haine du juif sous couvert de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'antiracisme. Il y a évidemment le complotisme. Le complotisme, on l'a vu depuis le 11 septembre 2001, a aujourd'hui table ouverte dans notre pays. Et puis il y a évidemment l'islamisme. Mais je pense que le raccourci que vous faites, consistant à dire qu'il y aurait de l'islamisme uniquement dans les quartiers et que ce serait uniquement les jeunes de banlieue qui seraient responsables de cela, pour une part chez ces jeunes-là... Vous savez, je pense qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme. J'allais effectivement intervenir pour dire, c'est aussi grave de mélanger, de confondre les Juifs et Israël que de confondre les musulmans et l'islamisme. C'est pareil. On vit un moment de temps qui appelle à un peu d'unité nationale. Oui, enfin, monsieur, non, mais c'est trop décevant là. Je suis désolé, monsieur le député. Non, faites un effort. Il faut être à la hauteur de la situation.
Hein, il y a une situation qui est grave. On ne peut pas se permettre de faire que des discours langue de bois. Vous êtes aux responsabilités. Vous avez un mandat. Vous faites partie d'une majorité. Il y a un gouvernement. Vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Il faut quand même qu'on se demande ce que vous avez fait depuis 6 ans et ce que vous comptez faire. On peut parler aussi. On peut parler. Charles, Charles, on peut parler aussi, Charles, de l'islamo-droitisme. On peut parler de l'islamo-droitisme. On peut parler aussi des gens, des républicains qui, au niveau local, passent des accords, on va dire, dans des financements de mosquées, etc. On peut parler du lycée Averroès de Lille, financé par Xavier Bertrand. Je sais, chez moi, c'est le Nord. Je veux dire, là-dessus, c'est très facile de taper sur le gouvernement, mais il faudrait peut-être aussi que les républicains regardent. On a compris. Encore très puissants au niveau local. On laisse répondre Mathieu Lefebvre et après on redonne la parole à Alain Finkielkraut. De façon rapide, si possible. Je pense qu'on vit un moment difficile pour la nation qui exige un peu d'unité nationale, un peu de raison. Et un peu de raison, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de condamner le plus fermement possible tous ces actes. Oui, mais c'est pas Je l'ai fait, le gouvernement l'a fait, et le ministre de l'Intérieur conduit une politique qui est implacable vis-à-vis des gens qui sont les auteurs de ces actes. Mais renvoyer dos à dos des parties de la population française, renvoyer dos à dos les Juifs de France et les Français des quartiers, je pense que ça n'est pas de bonne politique, et ça n'est pas ainsi qu'on retrouvera l'unité nationale qui est indispensable au moment que nous avons. Donc qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce que nous comptons faire, c'est combattre l'antisémitisme pied à pied, monsieur, partout où il a lieu. Dans la rue, dans les universités, dans les tribunaux. Voilà ce que nous faisons. Regardez par exemple, vous parliez de la précédente majorité. C'est Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, qui a inscrit la définition de l'IHRA qui fait que l'antisionisme est un antisémitisme. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire, et nous continuerons à le faire pénalement. Parce que l'antisémitisme, ça ne doit pas être un combat des Juifs de France, c'est un combat de tous les Français, monsieur. Mais si vous pensez que vous allez mener ce combat de tous les Français en commençant par les diviser, vous n'y arriverez pas. Un mot là-dessus, qui sont, selon vous, Alain Finkielkraut, du coup, les visages de l'antisémitisme ? Comment ? Qui sont les visages de l'antisémitisme ? Vous parlez des quartiers populaires, mais... C'est vrai, le spectre est quand même assez large. Je crois qu'en 2012, Georges Bensoussan, l'auteur des Territoires perdus de la République, a fait une conférence de presse. Il n'y avait pas un seul journaliste pour les 10 ans de son livre. Et il a dit, dans les banlieues, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un code culturel. Mais effectivement, il y a d'autres lieux. J'ai été très frappé, je crois que je l'ai lu dans l'Obs, le 7 octobre, une des vedettes des Gilets jaunes, Christophe Chalençon, peut-être vous vous souvenez. On s'y souvient, absolument, oui. Il s'est précipité sur sa webcam pour envoyer le message suivant: soutenir Israël, c'est soutenir la bête. Et je me souviens, moi, des propos extrêmement douteux de Fly Rider Maxime Nicole sur le sionisme, relayé complètement par Jérôme Rodriguez. Donc là, c'était étonnant parce que vous avez l'élite pseudo-éclairée des woke et puis une partie de la France des ronds-points. Donc tout cela, en effet, est assez mélangé. Mais quant à une politique raisonnable, vous avez raison, Laurent Ruquier. Là, pour le coup, le pas d'amalgame a un sens. Mais si on veut réussir l'intégration, si l'on veut que des professeurs puissent enseigner Hitler en parlant des Juifs, il faut impérativement que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières, une autre politique migratoire. Parce que sinon, effectivement, les plus durs sont les plus présents, ils font peur aux autres et ils empêchent les musulmans de bonne volonté de s'exprimer, de même qu'on empêche les femmes de se vêtir comme elles veulent dans certains quartiers ou d'aller au café. Donc, précisément, pour que l'intégration se fasse et pour donner une chance à ceux qui aiment la France parmi les immigrés, la politique qui s'impose, c'est pas celle des bonnes paroles, c'est pas non plus celle de la répression, c'est celle de la maîtrise des frontières. Peut-être Blanche Léridon, dernier mot, il vous reste 30 secondes. 30 secondes, parce qu'on n'a pas réagi à ce que vous disiez, Laurent, sur parmi ces nouveaux visages. Il y a aussi le fait que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a cette banalisation, une forme de désinhibition qui est tolérée parce que c'est moins engageant. Et ça nous éclate à la figure. Exactement. Et il y a la plateforme Pharos qui a été mise en place il y a quelques années maintenant et qui permet de signaler en ligne 5500 signalements sur Pharos en quelques jours. Donc je crois plus de 400 ont fait l'objet d'une judiciarisation. C'est absolument démentiel. Et donc,
Il y a aussi ces actes-là qui paraissent, qui sont d'une lâcheté absolument hallucinante, mais qui sont de plus en plus nombreux et qui parfois sont le fait d'anonymes derrière leurs écrans, qui iront peut-être pas taguer les rues ou insulter ou faire des actes violents, mais qui se cachent derrière cet antisémitisme-là qu'il faut aussi résolument combattre.